Quand j'arrive à 8700 mètres, là, vraiment, j'étais dans un état, mais second, quoi. Je ne marchais quasiment plus, je ne voyais quasiment plus rien du tout. J'étais vraiment ailleurs. Et là, j'ai senti comme une sorte de brise qui m'a un peu frôlé le crâne, comme ça. Je sais pas, j'ai senti une présence extérieure, quoi, presque divine. En 2008, Nadir Dandoun s'est lancé un défi. Celui de gravir l'Everest, sans aucune préparation physique préalable. Une fois sur place, l'écrivain a mesuré combien cette expédition était risquée. Mais malgré la fatigue et le manque d'oxygène, il a réussi à atteindre le toit du monde. Originaire de Seine-Saint-Denis, Nadir Dandoun a été élevé dans la tradition musulmane. Sans être croyant, il reste aujourd'hui attaché aux valeurs de partage et de tolérance, transmises par ses parents. Des messages qu'il relaie lorsqu'il se rend dans les collèges ou les prisons pour raconter son parcours. Dans ce podcast, des personnalités qui ont fait l'expérience du danger nous confient leurs grands questionnements spirituels. Vous écoutez la 3e saison de Place des religions. Bonjour Nadir Dandoun. Bonjour. Le petit escalier que vous avez dû franchir ce matin en roller pour rejoindre notre studio ne doit vous paraître rien, vous qui avez gravi en mai 2008 l'Everest sans aucune expérience préalable d'alpinisme. Rien ne semblait pourtant vous destiner à partir gravir le toit du monde, vous qui habitiez en Seine-Saint-Denis. Alors pourquoi cet exploit en particulier ? Parce que je voulais aller là où les gens ne m'attendaient pas. Ça vous a toujours fasciné, l'univers de la montagne ? Alors en fait, j'ai eu de la chance d'être né et d'avoir grandi dans une mairie communiste qui, même si elle n'était pas parfaite, elle avait compris qu'il fallait mettre le paquet dans le social et dans les voyages surtout. Je partais en colonie de vacances 2 fois par an et souvent à la montagne. On avait à l'époque un chalet qui s'appelait le chalet Loubric-Bouchet qui permettait à tous les enfants de la ville, pauvres ou riches, de partir là-bas. Moi, je me souviens que je partais en classe de neige pendant 4 semaines là-bas. Ça a été mes premières rencontres avec la montagne. C'était dans le massif du Queyras, donc c'était dans les Hautes-Alpes. Et puis, mes parents sont kabyles, donc ils sont nés et ils ont grandi et ils ont vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ou 25 ans pour ma mère, dans un village qui était perché à 1100 mètres. Donc j'ai peut-être des gènes montagnards qui sont enfouis en moi. Ça a pu nourrir votre imaginaire d'enfant Oui, ça peut. Et puis, il y a aussi un truc que je dis jamais, mais mon prénom, c'est Nadir. Est-ce que vous savez ce que veut dire mon prénom ? Non. Mon prénom, c'est l'opposé du zénith. C'est le point le plus bas de la Terre. Et donc, l'Everest, c'est le point le plus haut de la Terre. Donc, et puis, en 1993, je suis parti vivre en Australie, qui est carrément à l'opposé de la France. Donc, j'ai toujours aimé faire des choses qui sont à l'opposé de moi. Voilà. Donc, il y a un peu peut-être tout ça. Je sais pas, j'essaie de comprendre. Et puis, l'Everest, c'était plutôt une revanche sociale sur moi, sur plein de choses, d'avoir été perçu quasiment toute sa vie comme un tocard, parce que pas du moule, pas la bonne couleur de peau. Donc moi, il y avait tout ça qui a fait que j'ai voulu un moment partir, mais c'est aussi lié à un voyage que j'ai fait autour du monde à vélo pour la lutte contre le sida en 2001, où je suis passé par le Népal, et c'est là-bas que je rencontre quelqu'un qui me dit que j'ai peut-être les capacités physiques, voire mentales, d'aller gravir l'Everest, parce que pour moi, tout ce que j'ai fait depuis le début, c'est une histoire de rencontres. Et pour moi, il n'y a pas d'hasard, il y a surtout des rencontres, c'est des bonnes étoiles, on va dire. Toute ma vie, il y a eu des gens qui m'ont mis sur d'autres routes et sur d'autres chemins. Je reste persuadé qu'on peut rien faire seul. Hein. Pour moi, on n'est rien sans les autres, et ma réussite, c'est une réussite d'abord collective. C'est des gens que j'ai croisés dans ma vie, Salah, Alain, des ex aussi, petites copines, qui m'ont aussi permis d'avoir un peu moins la rage et d'être un peu plus apaisé. Même s'il y a toujours ce petit truc de colère qui est en moi.
Avant l'Everest, vous aviez justement donc bouclé ce fameux tour du monde en vélo en solo dont vous nous parliez. Vous avez aussi été bouclier humain en Irak en 2003 pour protéger une usine de traitement d'eau au sud de Bagdad. Ce goût du risque, vous l'avez toujours porté en vous ? En fait, c'est pas le goût du risque, hein. Pour moi, c'est la détestation de l'injustice. Moi, c'est plus ça. C'est aussi lié à mon parcours, hein. Je vais pas faire pleurer dans les chaumières ou faire ma victime de service, hein, mais mes parents, mon père et ma mère savaient pas lire et écrire. Ils ont donc en fait atterri dans un quartier populaire en Seine-Saint-Denis. Ma mère, elle a eu 10 enfants. Elle a jamais eu de nounou pour qu'elle s'occupe de ses mômes, hein. Donc, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a géré ses 10 enfants avec le SMIC de mon papa. Donc, pour moi, ma maman, c'est une vraie star. C'est en fait une héroïne. Je ne sais pas si on serait capable, en 2021, de gérer 10 mômes avec un SMIC. Donc voilà. Mais ils ont fait en essayant de nous transmettre des valeurs. Et moi, j'ai eu la chance d'être né dans un quartier populaire où on était tous des fils de pauvres, on était tous des fils de prolétaires. Et la seule couleur pour nous, c'était la couleur de l'amitié. Voilà, il n'y avait pas de blancs, de noirs, de juifs, de musulmans. On était tous des sœurs et des frères de galère. On était tous habités par une révolte sociale, quoi. On vivait à l'écart du centre-ville. Il n'y avait pas de transport en commun et il n'y avait pas aussi d'infrastructure. Il n'y avait pas de service public. Mais on a vécu dans nos quartiers, je pense que c'est à peu près la même chose de ceux qui habitent dans des villages. Et je me sens proche, moi, des Français qui vivent dans des petits villages et où il n'y a pas de bus, où il n'y a pas de transport en commun, coupé du monde, où en fait il n'y a pas, où il n'y a pas aussi d'école, où il n'y a pas de moyens, quoi. À 37 ans, Nadir Dandoun peut difficilement grimper plus haut. Quand il part pour affronter l'Everest il y a 2 ans, il n'a aucune expérience de la montagne. Il y risque sa vie, mais gagne sur les cimes une revanche. Où qu'il soit, il ne passe jamais inaperçu. Il se passe toujours quelque chose, en bien ou en mal, mais il est juste hors norme. Les accidents sont nombreux sur la route de l'Everest. En 96, 15 personnes surprises par une tempête avaient encore péri à quelques mètres du sommet. Vous avez cru à certains moments que vous alliez y laisser votre peau ? Oui, alors moi, ce qui m'a aidé et ce qui m'a sauvé, je pense, c'est que je n'y connaissais que dalle à la montagne. Parce que tout à l'heure, en préambule, vous avez dit que j'avais pas une grande expérience, j'avais pas du tout d'expérience. Le seul sommet que j'avais grimpé, c'était la butte Montmartre avec mon pass Navigo. Et comme j'y connaissais que dalle, j'avais pas vraiment, je savais pas que c'était dangereux. Donc j'y suis parti un peu la fleur au fusil en me disant bon, si c'est trop dur, je rentre chez moi. Et c'est pour ça que j'avais prévenu personne en me disant bon, personne n'est au courant que je pars. J'ai de l'argent à perdre, hein, c'est tout. Mais l'argent, ça vient, ça part. Hein, c'est pas non plus. Et c'est quand en fait j'étais sur place que je me suis rendu compte après que c'était dangereux, parce que dans le groupe avec lequel j'étais, j'entendais parler de oreilles qui avaient été coupées, de doigts qui avaient gelé, de gars qui avaient perdu la boule, des œdèmes cérébraux, des œdèmes pulmonaire et tout ça, quoi. Donc là, j'ai commencé à réaliser le danger. Mais comme en fait j'étais déjà parti, je me suis dit bon, je vais quand même croire en mon étoile. Et puis jour par jour, un pas après l'autre, que je suis arrivé au sommet de l'Everest le 25 mai 2008. Mais il y avait donc un peu une part d'inconscience au début dans votre départ. Ah, oui. Moi, franchement. Je pars du principe, peut-être c'est un peu con de dire ça, mais je pars du principe que si l'autre bourrin a pu le faire, moi aussi je peux le faire. Vous aviez un peu pipoté d'ailleurs votre CV Exactement. À l'époque pour rejoindre un groupe d'alpinistes expérimentés. Pour être intégré dans ce groupe, il fallait quand même avoir un CV. Et moi, j'avais pas de CV. Mais bon, ça, c'est un peu la parabole de ma vie, hein. Si je triche pas, si je transgresse pas, eh ben j'aurais eu le droit que de crever dans ma cité. C'est un sport qui est réservé à une certaine élite. Donc à l'époque, si j'avais pas envoyé un faux CV, donc j'aurais pas été pris dans le groupe. Donc je ne voyais pas ça comme une tricherie, même si c'en est une. Et donc j'étais allé à la
bibliothèque en face de chez moi, parce que je n'y connaissais rien du tout, pour trouver des noms de montagnes. Donc voilà, je me souviens avoir mis une liste de montagnes. Le Kilimandjaro. Kilimandjaro, le Mont Blanc, la Concagua et tout ça. Alors, c'est des montagnes que j'ai faites par la suite. Donc, j'ai un CV à l'envers. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans cette ascension ? Ce qui a été le plus dur, c'était peut-être de partir déjà. Ça veut dire je pars, allez hop. Et ça a été dur quasiment tous les jours. Il n'y a pas eu un matin où je me suis pas levé avec ce doute, en me disant, est-ce que c'est pas débile de vouloir mourir pour une montagne ? Parce que c'est quand même un truc, d'égo. Hein. Toutes les personnes qui tentent les plus hauts sommets, c'est des mecs qui ont des problèmes avec leur ego. Et moi, le premier, faut être honnête, c'est pas non plus normal, quoi. Mais je me levais le matin et je me disais, qu'est-ce que tu fais là ? Tu dors dans une tente. Le camp de base, il était à 5300 mètres, donc l'être humain, il n'est pas fait pour dormir à 5300 mètres. Donc, tu dors pas, tu manges pas, en fait, tu te sens pas bien. Donc, ce qui a, en fait, été dur, c'est pas que l'aspect physique. C'est là aussi l'aspect mental, où, en fait, tu trouves cette force pour rester et... En fait, le truc le plus dur, c'était de croire en une issue favorable. Moi, sans expérience, je savais que j'avais peut-être 1% de chance d'aller au sommet, quoi. Mais, malgré cette faible statistique, de croire quand même. De fait, croire en une bonne étoile. En fait, se dire presque, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, presque. Quelle a été pour vous la plus grande source d'émerveillement ? C'était le 25 mai à l'aube. Parce que la dernière montée, c'était donc du Camp 4 jusqu'au sommet de l'Everest. Donc on est parti le 25 à minuit, je crois, comme ça. Et donc on marche pendant toute la nuit. Et quand il y a le soleil qui se lève, et là, on est à 8500 mètres, 8600 mètres, et là, on voit toutes les montagnes autour. C'est un décor de Cinoche, le truc. C'était trop beau, quoi. Et ça, c'est marrant, c'est des images que j'ai encore dans ma tête. Il y a des moments où, comme tout le monde, ma vie va pas bien, hein, je ferme les yeux et je me revois à 8600 mètres en haut de l'Everest, ou même sur par exemple, vélo, quand j'ai fait mon tour du monde à vélo, quoi. Et je trouve que ce sont ces souvenirs qui m'aident parfois à mieux kiffer la vie, quoi. Je sombre jamais vraiment parce que j'ai toute cette somme de souvenirs heureux. Là, par exemple, j'ai vécu les 2 années les pires de ma vie. Ce qui m'a permis de ne pas sombrer vraiment, c'était de me souvenir de moments qui sont des moments extraordinaires. Et donc ça, c'est beau. Ça quand même veut dire que en fait, la vie, faut la croquer à pleines dents aussi, parfois. Là-bas, presque seul au monde, à l'exception du Sherpa qui vous accompagnait, vous dites avoir fait l'expérience d'une présence. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu ce que vous avez ressenti ? Alors, faut quand même que les auditeurs se rendent compte que quand on est en haut, enfin, c'est vrai qu'en plus, j'avais aucune expérience, donc c'est moi qui étais le plus lent du groupe, hein. C'était moi qui étais le vilain petit canard, mais j'étais aussi le plus nul du groupe, hein, quasiment. Mais ce qui est bien avec aussi l'Everest, c'est que c'est une course de fond. Donc c'est non pas en fait aller vite, hein, mais c'est vraiment prendre son temps. Et donc quand j'arrive à 8700 mètres là, vraiment j'étais dans un état mais second, quoi. Je ne marchais quasiment plus, je ne voyais quasiment plus rien du tout. J'étais vraiment ailleurs. Et là, j'ai senti comme une sorte de brise, une sorte de vent qui m'a un peu frôlé le crâne, comme ça. Enfin, je sais pas pourquoi, il y a eu un moment où, je sais pas, j'ai senti une présence extérieure, quoi. Presque, je dirais une présence presque divine, un peu. Un truc bizarre. Bon, ça a duré une fraction de seconde. Après, je sais pas si c'est lié au fait que j'étais crevé, que je voyais plus rien, mais je sais pas, il y a eu un truc que j'ai senti. Les montagnes de l'Himalaya, ce sont des terres où se côtoient aussi de multiples croyances. Est-ce que certaines vous ont décontenancé ou bouleversé ou questionné ? Moi, je suis quand même assez terre à terre, comme mec, mais c'est vrai qu'avant de partir gravir la montagne, on a fait une cérémonie qui s'appelle le puja. C'est une cérémonie tibétaine. En fait, c'est pour qu'on implore les dieux de nous laisser la vie sauve là-haut, quoi. Parce que au Népal et en Inde, les montagnes sont sacrées.
Donc voilà, il y a eu toute cette cérémonie, mais je mentirais si je dirais que j'ai été touché, quoi. Mais alors justement, je voudrais vous faire lire un petit passage du livre Un tocard sur le toit du monde. Donc c'est ce livre que vous avez fait paraître en 2010 aux éditions J.C. Lattès et qui a été adapté au cinéma sous le titre L'Ascension avec l'acteur Ahmed Silla. Et c'est un moment où justement vous décrivez cette cérémonie religieuse. Avant chaque ascension au camp de base a lieu la puja, une cérémonie de prière bouddhiste pour honorer la mémoire des victimes et demander la bienveillance des dieux de la montagne. Les Sherpas bâtissent un autel et installent leur univers mystique. Le Shorten, une pyramide de pierre plate, trait d'union entre la terre et le cosmos, est érigé face à la montagne. Il est surmonté d'un mât où convergent des drapeaux de prière. Ce qui est intéressant, c'est que vous racontez que juste après la tenue de cette cérémonie, un lama s'est mis à bénir individuellement tous les Sherpas et alpinistes de votre groupe. Alors au début, ça vous laisse très sceptique, vous vous écartez de la scène, et puis finalement, alors que le lama est sur le départ, vous le rattrapez et vous lui demandez cette bénédiction. Qu'est-ce qui vous motive alors ? Est-ce que c'était un fond de superstition ou est-ce qu'il y avait autre chose ? C'est être dans le doute, quoi. J'ai pas de preuve que Dieu est là, mais j'ai pas de preuve que Dieu n'est pas là. Donc, dans le bénéfice du doute, je me dis, je crois que ça m'a coûté à l'époque quelques centimes d'euros, quoi, parce que là, en fait, il faut leur donner un peu de fric pour que les mecs te bénissent. Hein, donc, c'était juste, ça m'a pas coûté grand-chose. Je pars du principe qu'on ne sait jamais. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous raconter une journée type de cette ascension ? Quand tu es au camp de base, moi j'ai gravi l'Everest en avril-mai, donc c'est un moment où il commence à faire très très chaud. Et quand t'as le soleil qui tape sur ta tente, là, il y a un moment où tu te réveilles, donc tu te lèves, il est 8h30. Tu vas prendre ton petit déjeuner, et puis tu tournes autour, et puis juste t'attends que le temps passe, quoi. Tu rencontres des gens et tu parles avec eux. Après, tu manges à midi. Après, tu fais un jeu de cartes. Donc, c'est beaucoup d'attente. 80% de mon aventure sur l'Everest, ça a été de l'attente. Donc, voilà. Donc, faire des siestes, penser, essayer de trouver de la force aussi. Donc, il y a aussi un côté très spirituel aussi. Essayer de se mettre dans un état d'esprit où tu dis, voilà, je viens de passer un jour, il reste plus que 79 jours. Et les moments où vous partez ? Les moments où on part, c'est en pleine nuit, toujours, donc c'est à 3h, 4h du mat, donc il faut se lever, il faut qu'on s'habille, et là, il a fait très très froid, donc il faut s'habiller très vite pour pas avoir froid, prendre le petit-déj et tout ça, donc essayer de se chauffer et de se dire que tu vas en baver pendant 10 heures. Mais se dire que c'est une souffrance en moins et de se mettre dans la tête qu'après la nuit, il y a le soleil. Voilà. Comment est-ce que vous avez appréhendé la question du manque d'oxygène ? Certains sont atteints en haut de l'Everest par ce qu'on appelle l'ivresse des cimes, ces moments passagers de folie. Est-ce que ça vous faisait peur de perdre le contrôle de vous-même ? Je suis fait pour la montagne. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que je suis plus en forme que vous, mais c'est juste que je reste persuadé que c'est physiologique. Par exemple, je ne pourrais jamais faire un tour du monde en mer, parce que j'ai le mal de mer. Même quand je vais sur une péniche sur le bord de Seine, je suis malade. Donc, mais par contre, en montagne, je suis super à l'aise. À 5000 mètres, je sens rien. À 6000, à 7000, je sens rien du tout, quoi. Donc, j'ai pas eu du tout voilà. Donc, je suis vraiment à l'aise en montagne. Et combien de temps votre organisme a mis pour se remettre de cette expérience extrême ? Ça, c'est une bonne question qu'on me pose jamais. Alors, j'ai mis 3 mois. Et je me souviendrai toute ma vie de mon premier footing que j'ai fait dans le parc de l'île Saint-Denis, où je vis toujours. Mes jambes, elles n'avaient plus de force. Hein. Et en fait, je me rappelle que quand j'ai commencé à courir, mes jambes s'enfonçaient dans le sol. Donc j'ai mis 3 mois. Par contre, pendant ces 3 mois, je me suis jamais senti aussi fort, aussi beau, aussi extraordinaire, quoi. J'avais vraiment l'impression d'être Dieu, quoi, presque. Et vraiment, j'ai jamais été aussi heureux. Mais ça a duré 3 mois. Et au bout de 3 mois après,
t'as la vie qui reprend ses droits, quoi. Mais vraiment d'avoir réussi à gravir cette montagne, parce que j'ai mis du temps à quand même me rendre compte de ce que j'avais fait, parce qu'au début, je suis tellement pris par la fatigue qu'en fait, je me rends pas vraiment compte. Et après, l'après Everest, ça a été un bonheur. Et je n'ai jamais réussi à avoir ce truc-là, quoi. C'est vraiment le sentiment d'être heureux et libre, mais à 150%. Vous avez toujours eu un lien très fort avec vos parents, donc vous racontez la vie dans plusieurs de vos livres et documentaires, vous nous en avez déjà un peu parlé. Vos parents étaient d'origine kabyle, est-ce qu'ils étaient musulmans pratiquants et est-ce que vous, qui aujourd'hui n'êtes pas croyants, avez quand même gardé certaines choses, certaines valeurs de cette tradition dans laquelle vous avez été élevés ? Mon père et ma mère sont très croyants. C'est vrai qu'eux suivent à la lettre. Hein. Mais je suis né à une époque, moi j'ai 48 ans, donc je suis né à une époque où c'est vrai que la place de la religion donc a été moins forte. Hein. Nous, en fait, on était plus habités par les questions sociales, hein, donc on était à fond dedans. Donc c'est vrai que je pars du principe que quand il n'y en a pas beaucoup autour de chez toi, tu le suis moins. Peut-être que si j'étais né maintenant, peut-être que ça aurait été pas la même chose. Et puis, mon père et ma mère, eux, comme ils savaient pas lire et écrire, ils ont vraiment appris la religion de manière orale, en fait. Voilà, c'était par ses parents, c'était par ses grands-parents. Et moi, ils m'ont transmis leurs valeurs qui étaient des valeurs de partage, des valeurs de fraternité. Moi, je me souviens que quand on était petits, il y avait d'autres Français qui venaient chez nous. C'était des Français qui étaient de confession juive, catholique, il y avait des musulmans, il y avait des asiatiques, il y avait un peu tout le monde. Et moi, j'ai toujours vu ma mère être bonne avec les autres, quoi. Moi, je me rappelle que quand j'étais gamin, ma mère, elle me disait, c'est le même Dieu pour tout le monde. Faut pas faire de différence entre les gens. Et c'est drôle. Ma mère qui a 84 ans maintenant, aujourd'hui, elle est d'une tolérance, mais c'est un truc de ouf, hein. Ma mère, elle est tolérante envers les homosexuels, envers... En fait, elle s'en fout. Moi, quand des fois, je lui parle, parce que il m'arrive souvent de lui parler de plein de choses. Et donc, ma mère, elle dit, c'est le même Dieu pour tout le monde. Et elle me dit qu'on finira tous dans un trou, et tant que t'es heureux, nous, c'est un peu ce qu'elle nous a dit depuis qu'on est gamin, tant que t'es heureux, tu peux te marier avec qui tu veux. Donc, d'ailleurs, moi, j'ai une famille... qui est la France, quoi. Tu viens chez moi manger un couscous le dimanche, nous, il y a tout le monde, il n'y a pas de... T'as en fait mes sœurs qui se sont maquées, des fois avec des blancs, des fois avec des noirs, des fois avec des espagnols, des fois avec des arabes, comme on dit, quoi. Et j'ai des nièces et des neveux qui viennent de partout, quoi. Parce que là, en fait, en vérité, la France, c'est ça. Donc moi, j'ai vraiment cette chance d'avoir une famille qui est très française, en vrai, qui est de toutes les couleurs. Ce qui est aussi intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez animé des ateliers de dialogue avec des jeunes issus de différentes religions, donc juives, musulmanes, chrétiennes, notamment à l'île Saint-Denis dès 2004. Donc ce souci de concorde religieuse, c'est quelque chose qui vraiment vous tient toujours aujourd'hui beaucoup à cœur. Quand je vais dans les collèges, lycées et prisons, le but, c'est juste de leur faire prendre conscience que c'est des jeunes comme eux. Parce qu'ils sont nés dans le même pays, parce que les mecs, ils regardent la même télé, donc ils fréquentent les mêmes écoles. Donc, en fait, pour moi, ce qui fait la nationalité, c'est le vécu commun. C'est pas une question de couleur de peau ou de croyance religieuse. C'est pour ça que moi, ma mère, même si ma mère, elle a pas la nationalité française, elle est pleinement française, ma mère. Elle a vécu 60 ans en France. Elle a passé 6 décennies en France, donc elle est française. Pour moi, être français, c'est vivre ici, c'est tout. En vrai, on est tous pareils. En vrai, en fait, on veut tous aimer et être aimés. On veut tous, construire sa vie. On en fait, veut tous que nos parents soient fiers de nous, quoi. J'ai l'impression de dire que des généralités, mais pour moi, c'est ça. Donc, c'est juste de montrer aux gens qu'on est tous faits du même moule et que là, après, ce qui a fait change, c'est les rencontres, c'est ton... Voilà, aussi vécu, quoi. C'est pas ta tronche ou ta supposée religion ou tout ça, quoi. Après avoir gravi l'Everest une fois dans une vie, de quoi peut-on encore rêver ? C'est vrai qu'après être allé au sommet de l'Everest, je me suis rendu compte que le vrai Everest, c'est d'être heureux dans sa vie
tous les jours. Et de se contenter de petits plaisirs. Et pour moi, les petits plaisirs, c'est par exemple d'aller prendre un café chez ma mère. Aussi le matin, de passer du temps avec les gens que j'aime. De aussi partir en vacances, d'aller boire des coups, d'aller manger dans des restaurants, la chose qu'on peut plus faire, quoi. Donc voilà, mais de petits plaisirs. Et pour moi, c'est ça le vrai Everest. Et c'est aussi de trouver une forme un peu d'apaisement aussi. Et ça, peut-être que ça rentre dans une forme de spiritualité. C'est le fait de dire qu'on n'est rien sur Terre. Pour moi, l'Everest, ça a été presque la fin de la boucle. De me dire, demain, je peux aller sur Mars, change quoi. C'est des trucs d'ego, c'était aussi de faire faux bond en fait, ce qu'on avait prédit. Moi, on me voyait au mieux comme un joueur de football ou un chanteur de rap, quoi. Mais en fait, on ne me voyait pas comme un mec qui est capable de gravir des montagnes. Donc tout ça, c'est vraiment de sortir de sa case, quoi. Et de croire pleinement en ses chances et de dire qu'on a notre place partout, quoi. Vous venez d'écouter un épisode de la 3e saison de Place des religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.